Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à l'histoire du royaume de Bourgogne, qui demeure mal connu. Vous en avez déjà entendu parler? Vous me direz en commentaire si vous avez déjà entendu parler d'un royaume de Bourgogne. Je ne parle pas du royaume des Bourguignons ou du royaume des Burgondes. Ça n'a rien à voir du tout. Vous verrez par la suite dans cette vidéo. La faute revient tout d'abord à l'absence totale de sources narratives locales, ce qui laisse dans l'obscurité de nombreux points de son histoire. Nous ne disposons que de rares textes, rédigés systématiquement en contexte polémique par les ennemis des rois de Bourgogne, qui ont ainsi légué à la postérité des portraits souvent très négatifs de leur royauté, qu'il faut faire attention à ne pas prendre au premier degré surtout. Cette absence de sources narratives est certes partiellement compensée par d'importantes sources diplomatiques, mais celles-ci sont très inégalement réparties. Vous voulez en savoir plus sur le royaume de Bourgogne? Venez avec moi. À la suite de Hugues le Grand, ce sont ses deux fils, Othon 956-965, puis Henri 965-1002, qui se succèdent à la tête du duché de Bourgogne. La mort de ce dernier débouche sur une querelle de succession entre son fils adoptif Othon Guillaume et le nouveau roi des Francs, Robert II le Pieux, qui, vainqueur, mais obtient une Bourgogne affaiblie. Il récupère ainsi un duché propre de la principauté constituée à la fin du IXe siècle par Richard le Justicier, mais privé des comtés de Nevers, Auxerre, Sens et Troyes. Quant à Othon Guillaume, il se maintient à la tête de la partie transjurane, le comté de Bourgogne faisant encore partie du royaume de Bourgogne. Le duché capétien de Bourgogne se constitue de son côté aux environs de 1016. En 1032, Henri Ier, fils et successeur de Robert II le Pieux, donne le duché à son frère cadet, Robert Ier le Vieux. C'est le début d'une longue dynastie ducale issue des Capétiens et qui se maintient sans discontinuité jusqu'en 1361. Les ducs de Bourgogne se révèlent alors de fidèles alliés de leurs cousins, les rois des Francs puis de France. Si quelques intrigues existent, les ducs sont reconnus comme des pairs de France. Ils se placent au sommet de la hiérarchie. Ils n'hésitent d'ailleurs pas à le soutenir militairement, que cela soit lors de la Troisième Croisade ou de la bataille de Bouvines, ainsi que politiquement. Et cette loyauté, associée à la remarquable longévité de leur dynastie, permet aux ducs d'organiser, de renforcer et d'élargir leur territoire. Ils constituent un pouvoir ducal fort au moment du règne de Philippe le Bel. Ils sont sans conteste parmi les plus puissants barons du roi et à la tête d'un duché prospère tant sur le plan économique, artistique et religieux. La deuxième moitié du Xe siècle est marquée par un lent et progressif affaiblissement du pouvoir rodolphien, qui perd définitivement le contrôle de ces espaces périphériques où se cristallisent les principautés comtales de Provence et de Bourgogne. Il faut souligner également que l'affaiblissement se transforme en crise sous le règne de Rodolphe III, 993-1032, lorsque la cour impériale accrut son autorité, finissant par contraindre le roi de Bourgogne à promettre de laisser sa succession à l'empereur Henri II. Ayant perdu le contrôle de ses évêques, la monarchie rodolphienne ne fut dès lors plus en capacité de s'opposer à la mise en place d'une nouvelle marqueterie de principautés et de seigneuries locales. Dès le début du règne de Rodolphe III, le comte Othon Guillaume entre en conflit direct avec le roi de Bourgogne, s'alliant vraisemblablement avec une partie au moins de l'aristocratie transjurane. Il inflige au roi Rodolphe III une cuisante défaite en 995. Si dans les années suivantes, Othon Guillaume tourne ses ambitions vers le royaume des Francs, où il dispute entre 1002 et 1004 le duché de Bourgogne au roi Robert le Pieux,
La puissance qu'il avait établie aux portes de la Transjurane pesait désormais lourdement sur la monarchie rodolphienne. Affaiblie par la constitution des principautés comtales de Provence et de Bourgogne, les Rodolphiens durent d'autre part faire face à la montée en puissance de l'Empire ottonien. La mort en 983 d'Othon II, suivie de celle de sa veuve Théophano en 991, permirent à la vieille impératrice Adélaïde d'accéder enfin au pouvoir au nom du jeune Othon III, veuve de Lothaire, fille d'Hugues d'Arles, puis d'Othon Ier. Adélaïde était la sœur du roi Conrad de Bourgogne et la tante de son successeur Rodolphe III. Sous la direction de cette impératrice, la cour impériale manifeste un intérêt renouvelé pour les affaires de Bourgogne, comme vous vous en doutez, dans lesquelles Adélaïde puis son petit-fils Othon III interviennent désormais directement. Dans les années 1000 à 1020, la crise du pouvoir rodolphien prend une nouvelle ampleur. Le pouvoir royal perd l'essentiel de l'autorité qu'il avait pu acquérir en viennois. Dans les premières années du XIe siècle, le roi Rodolphe III multiplie les alignations de droits fiscaux au profit des établissements ecclésiastiques, mais aussi de l'aristocratie laïque. Dans des espaces comme le comté de Savoie, où le pouvoir royal était encore très présent en l'an 1000, les fiscs royaux passent en quelques années dans les mains de l'aristocratie. Après 1020, Rodolphe III semble ne plus être venu dans les terres de l'ancien royaume bosonide. Après la Provence et le comté de Bourgogne, la monarchie rodolphienne avait perdu ses capacités d'intervention dans la vallée du Rhône, se repliant désormais sur la seule Transjurane. L'effondrement de la monarchie profite d'abord et avant tout aux sièges épiscopaux, qui avaient récupéré à leur profit l'essentiel des pouvoirs et de la richesse des rois de Bourgogne. Désormais, toutefois, les sièges épiscopaux n'étaient plus contrôlés par le roi, ce qui put amener certains d'entre eux à passer sous la coupe d'une famille de l'aristocratie locale. Rodolphe III, dernier roi de Bourgogne 993-1032, mort sans descendance le 6 septembre 1032, avait désigné comme héritier son petit-neveu, le futur Henri III, fils de l'empereur germanique Conrad II, époux d'une de ses nièces. Ce testament lui avait été arraché après une lutte acharnée par les dynasties ottoniennes. L'empereur Henri II, neveu de Rodolphe II par sa sœur Gisèle de Bourgogne, était un candidat naturel, mais sa reconnaissance comme héritier en 1016 à Strasbourg, comme vous vous en doutez, avait déclenché la première révolte aristocratique massive de l'histoire du royaume, menée par Othon Guillaume de Bourgogne, le puissant comte de Bourgogne. Après leur défaite, le testament fut renouvelé en 1018. La mort d'Henri II en 1024 remet tout en jeu. En effet, l'héritier d'Henri II, Conrad II, n'était pas directement apparenté au roi de Bourgogne. Il était simplement l'époux de sa nièce Gisèle de Souabe. Conrad II dut fomenter un coup d'État en s'emparant de la ville de Bâle, important évêché de Bourgogne en 1025, afin d'obtenir le renouvellement du testament en faveur de son fils et petit-neveu de Rodolphe III, en échange de la restitution de la cité épiscopale. Cependant, un autre neveu de Rodolphe III, le puissant comte Eudes de Blois, fils de sa sœur aînée Berthe de Bourgogne, avait un lien dynastique qui prévalait clairement sur celui d'Henri III. Dès sa mort, son oncle Rodolphe III déclenche une nouvelle révolte des seigneurs féodaux et des prélats du royaume de Bourgogne contre Conrad II. Si le fils du précédent chef rebelle, le comte Renaud Ier de Bourgogne, ne semble pas avoir été impliqué dans cette révolte, d'autres seigneurs séculiers mineurs semblent également avoir pris part au conflit, tels que les sires de Joux, comtes équestres de la famille des Monts, ou les sires de Granson. Contre eux, Conrad le Salien ne reçut initialement que le soutien de la reine veuve de Rodolphe III et de ses proches, comme le comte Hubert,
probablement son frère ou du moins un proche parent, et des seigneurs laïcs bourguignons de culture germanique limitrophes de la Souabe. C'est Eudes II de Blois qui prend l'initiative en assiégeant rapidement Vienne à la fin de l'année 1032, forçant la soumission de l'archevêque de Vienne. Après avoir reçu l'hommage de plusieurs grands de Provence, il décide de se diriger vers le cœur du royaume, la Transjurane. À cette époque, Eudes de Blois aurait pu faire couronner ses partisans rois de Bourgogne à Lausanne. L'empereur apprend la mort de Rodolphe III alors qu'il préparait une campagne sur l'Elbe contre ses voisins orientaux. Il annule précipitamment cette campagne pour s'assurer son héritage bourguignon et se trouvait à Strasbourg à la fin de l'année, préparant une campagne pour soumettre le pays. Une première rencontre entre les deux camps eut lieu sur les rives du lac Neuchâtel, et la ville du même nom fut ravagée par un incendie consécutif à l'affrontement. Poursuivant son avancée, Conrad fait couronner son fils par procuration en janvier 1033, puis cherche à forcer les fortifications transjuraniennes sur lesquelles s'appuyait la défense de Blois en assiégeant le château de Morat en janvier 1033. Cependant, un hiver particulièrement rigoureux qui aurait gelé les sabots des chevaux au point de devoir les libérer à la hache, le contraint à se replier sur Zurich, territoire alors impérial. Alors qu'Eudes de Blois était revenu sur ses terres champenoises au printemps 1033 pour organiser de nouvelles opérations et lever de troupes, l'empereur décide d'utiliser la plume autant que l'épée et rencontre en mai de la même année le roi des Francs Henri Ier afin de former une alliance. Tandis que le roi attaquait Sens, Conrad décide d'ouvrir un nouveau front contre ce dernier en ravageant les terres champenoises de Eudes de Blois, limitrophe de la Lorraine impériale. Il remporte une victoire décisive contre Eudes à la fin de l'été 1033, alors que ce dernier assiégeait Toul. Le comte de Blois se soumit alors, renonçant à la couronne de Bourgogne et à l'héritage de son oncle Rodolphe III. Après avoir dominé Eudes, plutôt que de tenter une nouvelle campagne hivernale comme l'année précédente, Conrad décide de prendre le temps d'en finir avec les rebelles de Transjurane, dont il savait qu'il manquait de moyens pour lancer une offensive. Outre son armée germanique, l'empereur fait appel à l'archevêque de Milan et au marquis Boniface III de Toscane pour prendre la Bourgogne en tenaille avec une seconde armée impériale venue d'Italie. Les deux armées impériales se rencontrent le 1er août 1034 à Genève, après avoir réduit les derniers foyers de résistance sur leur route. Les derniers rebelles, isolés depuis les redditions du comte de Blois, se soumirent alors à l'empereur. Lors d'une cérémonie, Conrad fut acclamé par ces trois peuples, germains, italiens, bourguignons, comme roi à 3 reprises. Comme on l'a vu, l'histoire du duché de Bourgogne est caractérisée par une lutte contre le pouvoir monarchique des Capétiens durant plus de 4 siècles. Si la partie transjurane de la Bourgogne connaît un autre destin comme territoire du Saint-Empire romain germanique, le duché achève sa construction après des siècles de conflits et d'éclatements politiques et géographiques. La Bourgogne s'impose progressivement comme une puissante et prospère principauté au sein du royaume de France, préludant l'âge d'or du duché sous les Valois à partir du XIVe siècle. Tout cela découle du royaume de Bourgogne que nous avons vu dans cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.